3 publications en une semaine. 3 trajectoires qui ne racontent pas du tout la même histoire. LVMH ouvre le bal lundi soir avec des ventes en recul de 6%. Le marché encaisse et le titre cède 2%, lanterne rouge du CAC 40. Hermès publie le mercredi, repli de seulement 1,4%. Kering ferme la semaine le jeudi avec Gucci en chute de 14% en données publiées, le double de ce qu'attendaient les analystes. Ce qui frappe d'emblée, c'est moins le niveau absolu des chiffres que l'écart entre eux. Le secteur du luxe français ne recule pas en bloc, il se fragmente. Et cette fragmentation pose une question que les titres de presse n'ont pas encore formulée clairement. Dans un même contexte géopolitique, avec le même marché chinois déprimé et la même crise au Moyen-Orient, pourquoi l'écart entre Hermès et Gucci atteint-il 12 points de pourcentage? Ce n'est pas la conjoncture qui creuse cet écart, c'est la structure. Le récit dominant de ce mois d'avril place la guerre au Moyen-Orient au centre de tout, et c'est une lecture partiellement juste. Selon les analystes de Bernstein, la région représente environ 6% des ventes du secteur du luxe. Ce n'est pas négligeable. La flambée des prix de l'énergie qui a suivi le blocus naval iranien pèse sur la confiance des consommateurs à l'échelle mondiale. Mais voilà le point que la plupart des commentaires passent sous silence. Si le Moyen-Orient expliquait l'essentiel du repli, toutes les maisons reculeraient dans les mêmes proportions. Or, Hermès limite ses pertes à 1,4%, quand Gucci perd 8% en organique. La géopolitique est un facteur aggravant, pas un facteur déterminant. Ce qui différencie ces maisons, c'est leur exposition à la clientèle dite aspirationnelle, ces acheteurs occasionnels qui ont porté la croissance post-Covid et qui ont été les premiers à se détourner quand les prix ont explosé. Hermès n'a jamais eu besoin de cette clientèle. Son modèle repose sur une liste d'attente, une rareté construite sur des décennies et une clientèle ultra fortunée structurellement moins sensible au cycle économique. Gucci, malgré ses tentatives de repositionnement vers le haut de gamme, n'a pas encore reconstruit ce type de socle. Ce repositionnement raté est au cœur du problème de Kering depuis 3 ans, et c'est là que réside la vraie tension de ce trimestre. Voici ce que la quasi-totalité des analyses de marché ont manqué cette semaine. Morgan Stanley a abaissé son opinion sur Kering le lundi 13 avril, avant même la publication des résultats. Non pas parce que le redressement n'est pas en cours, mais parce qu'il est déjà intégré dans le cours. Depuis la nomination de Luca de Meo en juin dernier, le titre a repris 55%. La banque américaine considère que le marché a déjà escompté la reprise promise. C'est une mécanique boursière que l'on oublie souvent. Une bonne nouvelle annoncée suffit parfois à épuiser le potentiel de hausse d'un titre, même si cette bonne nouvelle ne s'est pas encore matérialisée dans les chiffres. Le marché paye le futur à l'avance. Quand les résultats arrivent et déçoivent, Gucci, à moins 8% en organique contre moins 6% attendu, la désillusion est d'autant plus sèche. Et pourtant, Kering n'est pas uniformément en difficulté. C'est là le deuxième point que les manchettes ont écrasé sous le poids de Gucci. La division joaillerie, Kering Jewelry, qui abrite Boucheron, a publié le meilleur trimestre de son histoire, avec une hausse de 22% en comparable. Le pôle lunettes, Kering Eyewear, a également battu son record historique. Ce sont des signaux que Luca de Meo, l'homme venu de l'automobile, inconnu du monde du luxe à son arrivée, a su activer des relais de croissance là où personne ne les attendait. La vraie question n'est donc pas de savoir si Kering se redresse, c'est de savoir si Gucci peut se redresser assez vite pour que le marché ne se retourne pas avant que les nouvelles collections de Demna ne prennent effet. 2 chemins se dessinent à partir d'ici, et ils ne sont pas symétriques. Dans le scénario favorable, les collections signées Demna commencent à trouver leur public au 2e semestre. L'impact créatif est, par nature, graduel. Une collection présentée aujourd'hui ne se traduit en chiffre d'affaires que plusieurs trimestres plus tard. Luca de Meo l'a dit lui-même lors des résultats annuels de février. La top line a touché un plancher en 2025 et la confiance sur 2026 reste entière. Si Gucci affiche une amélioration mesurable au 2e trimestre et si la crise au Moyen-Orient ne s'emballe pas davantage, le titre Kering dispose encore d'un potentiel de réévaluation. La joaillerie et les lunettes, qui représentent désormais une part croissante des ventes, offrent une base de stabilité que le groupe n'avait pas il y a 2 ans. Dans le scénario adverse, Gucci reste en retard sur sa trajectoire de redressement. Oddo BHF juge déjà que l'objectif d'une croissance positive pour 2026 devient difficile à atteindre au vu du 1er trimestre. Si le 2e trimestre confirme cette tendance, le marché pourrait commencer à remettre en question non pas la direction stratégique, Luca de Meo conserve une forte crédibilité, mais le calendrier.
Une reprise décalée à 2027 serait une déception sévère pour un titre qui a déjà intégré le scénario optimiste. Pour LVMH, la lecture est différente. Le groupe ne souffre pas d'un problème de positionnement identitaire. Sa diversification, mode et maroquinerie, vins et spiritueux, distribution sélective, lui confère une résilience que ni Kering ni même Hermès ne possèdent de la même façon. Un recul de 6% dans un contexte que le groupe lui-même qualifie de perturbé n'est pas une rupture de tendance, c'est une pause. Les indices macroéconomiques, notamment la progression des bénéfices du S&P 500 de 13 à 14% au premier trimestre, selon MarketWatch, suggèrent que les fondamentaux globaux restent solides. Hermès, elle, continue de jouer dans une catégorie à part. Un recul de moins de 2% dans cet environnement est une performance. Le modèle de rareté structurelle, construit sur plusieurs décennies, agit comme un amortisseur naturel. La question pour Hermès n'est pas de savoir si elle résiste à la tempête, elle résiste. La question est de savoir si cette résistance justifie durablement une prime de valorisation aussi élevée par rapport à ses pairs. Ce qui se joue en ce premier trimestre 2026, c'est moins le niveau des ventes que la divergence de résilience entre les trois modèles. Et cette divergence, une fois visible dans les chiffres, est difficile à effacer rapidement. Le luxe français ne traverse pas une crise uniforme. Il révèle, trimestre après trimestre, que la marque seule ne suffit plus. Ce qui compte désormais, c'est la structure derrière la marque.